Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 novembre 2025 et nos chers amis Ray McGovern et Graham E. Fuller sont avec nous. Bon retour parmi nous, Ray et Graham. Merci. Welcome back, Ray and Graham. Thank you. Merci, Nima. Please subscribe and hit like button, helping us reaching more people. And Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Commençons avec toi, Ray. Que se passe-t-il en Russie? La rencontre entre Orban et Vladimir Poutine est très importante, car nous savons qu'il prévoyait une réunion à Budapest. Je parle de Donald Trump et de Vladimir Poutine, réunion qu'ils ont ensuite décidé de ne pas maintenir. Mais en regardant ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, en tenant compte du plan en 28 points des États-Unis, qui a ensuite été légèrement modifié lors de la réunion que Rubio a eue à Genève avec les Ukrainiens et les Européens, il semble que le plan ait été modifié et transmis aux Russes, qui sont maintenant en train de l'examiner. Comment vois-tu l'évolution de la situation dans le conflit en Ukraine? Es-tu optimiste quant à ce qui se passe? Are you optimistic toward what's going on? Well, Nima, it's a realistic. Eh bien, Nima, je dirais réaliste. J'ai toujours été contre l'idée de rejeter cette dernière ouverture comme, tu sais, une mission insensée ou vouée à l'échec dès le départ. Enfin, soyons honnêtes, la proposition ou les points de discussion ne sont même pas encore arrivés. Alors comment pourraient-ils être morts-nés? Ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils vont arriver et ils viendront par l'intermédiaire de Witkoff, qui doit se rendre à Moscou probablement lundi, peut-être mardi. Mais toute cette affaire est extrêmement urgente, fortement poussée par Trump. Et Poutine joue le jeu. Poutine était en Ouzbékistan, bon sang, et il a tenu hier une grande conférence de presse en disant « Écoutez, je me dépêche de rentrer à Moscou maintenant. Je serai prêt à tout. Je dois aller en Inde le 3. » Mais vous savez, je suis là et je suis prêt à parler à ces gens sur la base de ce qui a été convenu à Anchorage. Maintenant, il y a deux choses. Trump a abandonné cette idée d'un cessez-le-feu immédiat. Il a dit très bien pas de cessez-le-feu immédiat, on vise le tout, l'ensemble du paquet. D'accord. Deuxièmement, Trump s'est engagé à ne pas laisser Zelensky ou quiconque d'autre bloquer ou contrecarrer les progrès dans cette direction. Or, Trump n'a pas été capable de le faire, ou n'a pas été assez malin ou assez dur pour le faire, et il en est maintenant tenu responsable par Poutine. Mais Poutine a dit, écoutez, nous sommes prêts à discuter de ces choses. Mais comprenez que la base doit être ce que nous avons convenu à Anchorage, en excluant les Ukrainiens de toute possibilité de le contrecarrer. Et tant que cela se produit, nous écoutons, nous leur parlerons. Il y a beaucoup de choses à discuter, mais nous sommes prêts. Maintenant, bien sûr, il dit explicitement que nous attendons Witkoff avec une impatience fébrile. Il ne dit pas impatience fébrile, mais tous les autres qui sont raisonnables, qui ne rejettent pas cela d'emblée, le sont. Eh bien, sur la base, soyons honnêtes, de ce que j'appelle le syndrome de dérangement anti-Trump. L'idée que Trump ne peut absolument rien faire de bien, même pour des raisons égoïstes comme vouloir un prix de la paix. Je veux dire, même dans ce cas, si c'est bien, oubliez-le si ça vient de Trump. Donc, il y a beaucoup de cela. Quoi qu'il en soit, la dernière chose que vous avez mentionnée, c'était aujourd'hui Poutine monte dans l'avion du Kirghizistan vers Moscou. La prochaine chose que vous savez, c'est qu'il rencontre Orban. Maintenant, Orban, bien sûr, ne s'en cache pas. Il est ravi que le prochain sommet, espérons-le, ait lieu à Budapest. Et Trump et Poutine jouent parfaitement le jeu, et on les montre ensemble, et les reportages disent « Oui, nous espérons que ça se fera, et oui, nous sommes prêts », dit Orban. Donc tout reste sur la table. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose d'irréel. Laissez-moi juste terminer là-dessus. Les points principaux en jeu ici sont que les Russes ont perdu cette affaire. Trump l'a reconnu. Il a dit, dans cet avion en descendant vers la Floride pour Thanksgiving,
Écoutez, les Russes contrôlent la situation. Vous voulez perdre encore 50 000 ou 60 000 personnes, ou vous voulez un accord? Voilà, c'est le point essentiel. Maintenant, la question suivante. Comment expliquer cette urgence? Vous savez, peut-être bien. Je veux dire, j'ai blêmi en m'entendant dire cela. Cela semble tellement banal et irréel dans le cadre de la realpolitik. Mais Trump vise un prix Nobel de la paix. Bon, regardons la chronologie. Les nominations se sont ouvertes à la mi-octobre et se sont closes le 31 janvier. Je n'exclus pas du tout l'idée que cela explique en partie pourquoi Trump fait tout cela. L'élément principal, c'est la victoire sur le terrain des Russes. Mais cela joue un rôle, et cela compte à mon avis, dans l'urgence avec laquelle tout cela est mené. Maintenant, la dernière chose que je dirais, les Britanniques, comme à leur habitude, disent que ce n'est pas convenable, que ce n'est pas une manière de mener des négociations, que c'est chaotique. Eh bien, oui. Mais c'est Trump. Et l'essentiel, c'est que Poutine ne rejette pas cela d'emblée. Il a dit, d'accord, allons-y, voyons ce que vous avez à dire. Voyons si nous pouvons en finir avec cette fichue guerre. Je ne t'entends pas, Nima. Est-ce que tu m'entends? Oui. Graham, en ce qui concerne les négociations avec la Russie, penses-tu que les États-Unis feraient pression car les 3 points cruciaux du plan sont, premièrement, la limitation de la taille de l'armée ukrainienne, deuxièmement, l'adhésion à l'OTAN, et troisièmement, les concessions territoriales. Comment vois-tu Donald Trump convaincre les Européens, avec les Européens, sur ces 3 questions importantes et essentielles? À mon avis, sans les aborder, sans trouver un compromis avec les Européens et l'Ukraine, on ne peut rien faire. Bien sûr. Eh bien, Nima, tu soulèves un point très intéressant, et c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi. Je vais être un peu conventionnel ici, ou peut-être impoli. Je me demande depuis plusieurs mois, au moins, quelle emprise l'Union européenne exerce sur Trump dans cette question de négociation. Je repense aux paroles immortelles de cette grande femme d'État d'Europe de l'Est, Victoria Nuland, qui en 2014 a dit que l'Union européenne aille se faire voir. Je pense que cette question est aujourd'hui tout à fait pertinente. Nous avons déjà abordé ce sujet, encore et encore. L'Europe n'a pas d'argent, pas d'armée, pas d'armement significatif, pas de plan. Elle semble confuse quant à son identité. Où elle va? Quel est son objectif ultime? Je me demande combien de temps il faudra à Trump pour décider, pour reprendre les mots de Victoria Nuland, au diable l'ULM. Je veux dire, que peut faire l'ULM? Ils peuvent crier, ils peuvent protester, mais je ne sais pas s'ils sont en position de bloquer sérieusement un traité de paix soutenu par les États-Unis. Et j'ai peur, enfin, j'ai de la peine pour Zelensky. Je pense que c'est peut-être un type bien. Il a fait preuve de courage, il a été placé dans une situation terrible, mais il n'a aucune carte en main dans cette partie. Que peut-il offrir? Si Trump dit d'aller à la guerre, il ira à la guerre. Si Trump dit d'arrêter la guerre, il devra arrêter la guerre. Trump aurait pu mettre fin à tout cela il y a de nombreux mois déjà, comme nous le savons. Je me demande simplement à quel point tout cela est réaliste. De quoi Trump s'inquiète réellement en disant « Au diable Ludo Ford » ou « Au diable Zelensky » à ce sujet. C'est nous qui tenons les rênes. Ce sont nos armes, notre argent, notre stratégie à long terme. Peut-être que, tu sais, peut-être que le grand sujet d'inquiétude, c'est le Congrès. Et tu en as peut-être une meilleure idée que moi, Ray. Mais quant à savoir s'ils peuvent, tu sais, on entend tout ce discours incroyable sur la démocratie. Aujourd'hui, si nous perdons l'Ukraine, demain, les troupes soviétiques seront à Berlin, et le jour suivant, les troupes chinoises seront à Taïwan. Je veux dire, c'est censé être la progression des événements. C'est complètement fou.
Je me demande donc si Trump ne découvre pas qu'il a peut-être plus de pouvoir qu'il ne le pensait, ou s'il ne devrait pas essayer quelque chose de nouveau. Mais de toute évidence, quelque chose fonctionne maintenant, puisque Trump a adopté une position plus ferme. Ils enquêtent sur la corruption en Ukraine. Zelensky est manifestement relégué au second plan. Sa réputation en souffre largement. Il n'y a aucun homme d'État européen sur la scène capable de dire le contraire. Sauf, je dois le dire, Viktor Orban lui-même. Et quand je dis à mes amis européens que je pense qu'Orban est le seul dirigeant sérieux, ils poussent des cris d'horreur. Et vous savez, sont prêts à me considérer comme un proche allié de Trump ou autre chose du genre. Mais je pense que Trump commence à se diriger vers une approche plus dure. Il a les cartes en main. Ray, Donald Trump a décidé d'envoyer Rubio en Europe, à Genève, pour parler avec les Européens et les Ukrainiens. Et il parle d'envoyer Vitkov, accompagné de son gendre, en Russie. De quoi s'agit-il? Penses-tu que c'est une bonne idée d'envoyer Rubio avec Vitkov? Comment vois-tu toute cette affaire? Eh bien, Rubio est allé à Genève, mais c'était dimanche dernier. Je n'ai aucune connaissance que Rubio parte avec Vitkov cette semaine à Moscou, c'est ce que vous dites? Oui, je parle de... Non. D'accord. Donc, Witkoff va se ranger du côté de Donald Trump. Jared Kushner. Oui. Mais pas Rubio. Eh bien, Rubio est quelqu'un que Trump semble devoir tolérer. Il y a seulement 2 semaines, Rubio a ouvertement dit, à propos de la Russie, « Eh bien, ils ont envahi l'Ukraine, ce sont des gens terribles, il faut les faire partir de là, nous devons soutenir l'Ukraine. » Il y a 2 semaines, d'accord? Maintenant, l'envoyer à Genève pour parler avec diverses personnes, Ukrainiens, Suisses, Européens, eh bien, tu sais, c'était en quelque sorte une concession aux Européens. Je suis d'accord avec Graham. Les Européens ne jouent aucun rôle ici. En fait, je crois que c'était Lavrov ou Peskov qui a dit « Écoutez, les Européens, la raison pour laquelle ils ne sont pas invités, c'est qu'ils ne comptent plus. Ils ne sont pas impliqués, d'accord? Mais pour sauver les apparences, eh bien, il y a Rubio. » Et le plus important, c'est que ce type, Driscoll, Daniel Driscoll, qu'on dit très proche de J.I.D. Vance, est allé à Kiev. D'accord? Et qu'a-t-il dit à Kiev? Oubliez ça. La guerre est finie, les gars. Il faut être réaliste, parce que voilà ce qui va se passer. D'accord? Et si vous ne croyez pas que vous perdez sur le front, je peux vous montrer des cartes et des photos. Mais vous savez, il a ajouté ceci. Il a dit, les Russes produisent des roquettes et des missiles à la pelle. Je veux dire, ils les entassent maintenant dans des bâtiments parce qu'ils n'ont plus de place pour les stocker. Donc ils peuvent s'en servir à tout moment. Alors voilà, c'est comme ça. Comme mon ami J.D. Vance l'a dit il y a 2 mois, c'est fini. On ne s'occupe plus de l'Ukraine. Wow, la réaction des Européens a été terrible, mais c'est ce que Driscoll leur avait dit. Et puis il a entendu dire que certains certains Russes, se réunissaient, je crois, à Abu Dhabi, n'est-ce pas, avec les Ukrainiens. Et il a dit, « Oh mec, voilà un exemple de la diplomatie américaine mal conduite. » Il a ajouté, « Peut-être que je vais m'inviter à cette réunion, d'accord? » Alors il part pour Abu Dhabi. On le laisse entrer, on le laisse parler aux gens, mais c'était des personnes qui négociaient des échanges de prisonniers ou le rapatriement de corps. Le haut responsable présent était un officier du renseignement, et il a été clair. « Écoutez, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Driscoll, mais cela se joue à un autre niveau. Nous attendons avec impatience Witkoff lundi ou mardi, et c'est à ce moment-là que cela se fera. » Donc, quelles que soient les idées que vous avez, c'est bien d'en avoir. Mais écoutez, cela va avancer sans votre contribution. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit aux Ukrainiens. Alors, toute cette agitation cette semaine, et surtout,
et cela mérite vraiment d'être souligné. Il est difficile de nos jours d'être analyste du renseignement, surtout analyste du renseignement actuel. Graham sait de quoi je parle, il faut tout suivre. Maintenant, tout passe par la vidéo, d'accord? Alors, vous avez ce type dans un avion aux États-Unis, partant en vacances pour Thanksgiving en direction de la Floride, n'est-ce pas? Il est assis là, on l'entend à peine, et quelqu'un lui demande « Que se passe-t-il » Il répond « Eh bien, vous savez, ce sont les Russes qui dirigent. » Les Russes sont en train de gagner. Voulez-vous perdre encore 50 000 ou 60 000 soldats? Ou voulez-vous un accord? D'accord. Voilà la réalité. Voilà le contexte. Et c'est, je pense, par là que Witkoff va commencer. Que Trump ait le cran, qu'il ait les moyens d'aller de l'avant et de le faire cette fois. Eh bien, il a les faits sur le terrain de son côté. Il a l'incroyable volonté de Poutine d'envisager ces ouvertures, malgré leur caractère inapproprié. Donc, cela joue beaucoup en leur faveur. Nous verrons mardi, mais il est bien trop tôt pour dire que cette proposition, telle qu'elle est en réalité de simples éléments de langage, est morte-née. Oui. Vous savez, je me sentirais peut-être un peu plus sympathique, un peu plus bienveillant envers l'Europe si je voyais un plan sérieux émanant de l'Europe. Un contre-plan, si vous voulez, qui aborde le problème majeur remontant à, disons, 10, 12, 15 ans jusqu'à Gorbatchev lui-même, disant que ce dont la Russie a besoin, c'est d'une structure de sécurité stratégique et globale pour toute l'Europe. Je veux dire, cette idée est sur la table depuis longtemps, mais jusqu'à présent, l'Europe ne s'en est pas saisie. Et en l'absence de quoi que ce soit venant de l'Europe, il n'y a rien d'autre sur quoi s'appuyer. J'espérais qu'il y aurait un peu d'imagination créative, mais il semble que ce soit Orban, et Orban est méprisé en Europe. Je veux dire, assez méprisé par presque tout le monde. Et tant que l'Europe languira sous ce régime de 150, 200 ans de russophobie, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment elle pourra un jour s'asseoir et jouer un rôle positif, avoir une vision imaginative de la direction que prendra la nouvelle Europe. Quelle sera la nature des relations de la Russie avec l'Europe? Je veux dire, vont-ils construire un autre mur de Berlin contre la Russie? Ce serait évidemment insensé, mais je ne vois pour l'instant aucune autre alternative. Cela viendra probablement, mais cela a déjà pris beaucoup de temps et coûté beaucoup de vies, et nous n'y sommes pas encore. Oui, si je peux simplement ajouter et appuyer ce que tu viens de dire, Graham, je vais être un peu personnel ici. J'ai servi directement sous George Bush lorsqu'il était DCI, en tant qu'assistant du NIO pour l'Europe occidentale. Je le briefais aussi un matin sur deux pendant 4 ans, de 1981 à 1985. J'ai été ravi en 1989, et c'est de cela que tu parles, quand Bush, avant la chute du mur de Berlin, a prononcé un discours, je crois que c'était à Mayence. En tout cas, il a dit, écoutez, nous envisageons une Europe entière et libre, de Lisbonne à Vladivostok. C'est pour cela que nous travaillons, d'accord? Puis le mur est tombé, et McGovern a dit, oh, c'est formidable. J'ai 50 ans maintenant, je pourrais prendre ma retraite pour toujours. Enfin, pas encore. Les Russes ont perdu. Et donc j'ai pris ma retraite en toute confiance que le président Bush à l'époque irait jusqu'au bout et serait capable de faire en sorte que cela fonctionne. Je veux dire une Europe libre et unie. Je veux dire, ce n'était pas au-delà de mes rêves. J'ai dit, écoutez, les dividendes de la paix vont être réels parce qu'on peut faire confiance à Bush. Et s'il avait laissé ces options sur la table, je pense qu'il est tout aussi possible qu'il ait résisté à la pression pour élargir l'OTAN. Bill Clinton avait ses propres raisons. Quoi qu'il en soit, lorsque Bush a envoyé Jim Baker seulement 2 mois après la chute du mur de Berlin, le 1er février 1990,
Baker a dit, eh bien, que diriez-vous de ceci? Nous aimerions avoir une Allemagne réunifiée, n'est-ce pas? J'admets que l'idée d'une Allemagne réunifiée me donne le trac, et je ne crois pas appartenir à un pays qui a perdu 26 ans. Millions de citoyens pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ils l'ont fait. Ils ont dit, d'accord, c'est plutôt difficile. Quelle est la citation ici? Et Jim Baker a dit, eh bien, pourquoi ne pas dire ceci? Nous ne déplacerons pas l'OTAN d'1 pouce à l'est de la frontière actuelle de l'Allemagne de l'Est. Qu'en pensez-vous? Eh bien, les Russes s'attendaient à une aide économique américaine substantielle. Ils ont fait confiance et ils n'ont pas vérifié. Et ils ont vu ce qui s'est passé au fil des années. Donc, pour replacer cela dans son contexte, Graham a tout à fait raison. Cette idée d'une Europe entière et libre, de Lisbonne à l'extrême-orient russe, remonte au moins à 1989, avant la chute du mur. Et la véritable tragédie, c'est qu'une fois le mur tombé et l'Union soviétique effondrée, eh bien, on n'a plus vu Gorbatchev nulle part. C'était Eltsine, un instrument entre les mains de Bill Clinton, un ivrogne jusqu'au bout. Et Poutine a observé cela de près pendant presque 10 ans. Il en a beaucoup appris et il a accompli un succès remarquable en reconstruisant la Russie et l'armée russe au cours des 25 années suivantes. Je pense que son sens de l'État est tout aussi important et nous verrons ce qui se passera la semaine prochaine. Je crois que sa principale préoccupation est l'équilibre nucléaire. Il ne veut rien qui puisse le perturber ou le mettre en danger. Et je pense qu'il considère sincèrement les progrès dans les relations avec les États-Unis comme l'objectif prioritaire. L'Ukraine, les bombardements américains, ce sont des questions secondaires. Eh bien, si je pouvais vous poser une question à toi, Ray, et à toi aussi, Nima. Tu suis tout cela de très près, Nima. Si Trump dit « Au diable lui-même et au diable Zelensky », ils n'ont aucun pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir. Quels en seraient les inconvénients? Le Congrès américain, toi Ray, en particulier, tu es plus proche de la scène politique américaine que moi. Mais pour le reste du monde, je ne pense pas qu'on dirait « Oh mon Dieu, vous abandonnez Zelensky ou les pauvres Européens ». Ce n'est pas ce qu'ils diraient. Je pense que la plupart du monde soutient et comprend une telle démarche. Alors, quels sont les inconvénients que tu vois si Trump dit « Au diable l'UMR et au diable Zelensky ». Voilà comment ce sera. Acceptez-le. Vas-y, Ray. Go ahead, Ray. Je ne veux pas. Vas-y. Eh bien, je ne vois pas vraiment de gros inconvénients, à part pour la politique intérieure. Et je dois avouer que je ne suis pas un expert en la matière. Je veux dire, Kellogg a été mis à l'écart, mais il rôde toujours dans l'ombre. Il n'a pas été mis sur un tabouret, le visage tourné vers le mur. Il s'est retourné et il approuve tout ça. Mais que fait-il vraiment? Et les généraux? Et les gens qui sont de connivence avec le Royaume-Uni et son service de renseignement? Ceux qui divulguent des conversations confidentielles entre Witkoff et Ushakov et avec Dmitri? Je veux dire, il y a beaucoup de résistance, beaucoup de mauvais acteurs dans les parages. Donc il reste à voir si cette fois, avec les Russes ayant gagné, et à mon avis Trump rêvant d'un prix Nobel de la paix, les choses se dérouleront différemment. Et vous savez, je n'invente rien. Regardez ce qu'il en a dit. C'est un peu puéril. C'est comment dire, juste un désir éhonté de reconnaissance. Maintenant, quelqu'un m'a tweeté en réponse à quelque chose que j'ai dit. Alors, vous militez pour que Trump obtienne un prix Nobel de la paix, c'est ça? Ma réaction est la suivante. Si cela apporte la paix en Ukraine, bienvenue, absolument. Donc oui, cela me convient, absolument. Les bonnes choses peuvent avoir de mauvaises motivations.
Graham, à propos du sujet que vous avez mentionné, Donald Trump, jusqu'à présent, ce que nous avons appris de l'administration Trump l'a totalement divisé. Vous savez, d'un côté, nous avons J.D. Vance, Steve Witkoff, Donald Trump et d'autres qui sont enthousiastes, qui veulent vraiment faire quelque chose en Ukraine pour mettre fin au conflit. De l'autre côté, on voit Rubio et ses partisans, le directeur de la CIA en fait partie, qui sont plus proches de Rubio et de ce qui se passe. Ils ne veulent pas que Donald Trump aille à contre-courant. Ils veulent être davantage alignés sur l'establishment aux États-Unis, car ils ne considèrent pas Donald Trump comme l'un des leurs. Ils veulent montrer à quel point ils sont puissants au sein de l'administration. Je pense que si je dis cela, c'est à cause de ce que nous avons appris récemment du ministre iranien des Affaires étrangères, il y a 2 jours. Il a déclaré que l'Iran était parvenu à un accord avec les États-Unis lors des discussions qu'ils ont eues avec Steve Witkoff à 3 reprises. Et chaque fois que Witkoff appelait quelqu'un à Washington, qui à mon avis était Marco Rubio et son équipe, il disait non, quoi qu'il se soit passé pendant les discussions. Vous savez, cela montre à quel point ces gens sont puissants au sein de l'administration. Vous entendez J.D. Vance. Je pense qu'ils ont d'une certaine manière pris le contrôle de J.D. Vance. Il n'a rien à dire, on ne l'entend pas assez. Eh bien, je veux dire, tout ce que je peux dire, c'est que Trump est président, et je ne sais pas exactement quels pouvoirs sont liés à la présidence. Mais en théorie, il devrait être capable de passer outre. Je parle ici de manière purement théorique, je suppose. Mais en théorie, il a la capacité de passer outre. Bien sûr, Rubio n'a pas vraiment de « je suis désolé, monsieur Rubio », mais je ne pense pas qu'il ait de véritables références sérieuses. En revanche, je suis assez impressionné par Witkoff, qui, à mon avis, s'avère de façon surprenante être peut-être un diplomate très compétent. Quelqu'un avec qui Poutine est prêt à passer des heures à discuter, ce qui montre qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Quoi qu'il en soit, tout ce que je fais, c'est remettre en question l'idée selon laquelle, mon Dieu, Trump ne peut rien faire parce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec lui. Je ne sais pas quelles sont les limites de son pouvoir, mais j'espère qu'il les explorera. Et il n'a jamais eu honte de le faire, en général. Bref, ce n'est qu'une réflexion en passant, un argument. C'est un bon point. Et en ce qui concerne J.D. Vance, il a dit, c'était il y a environ 2 mois, nous en avons fini avec l'Ukraine. Plus d'argent, plus de soutien. Nous en avons fini avec l'Ukraine. Ce sont ses mots, d'accord? Maintenant, il est resté plutôt discret, mais vous savez, son gars, c'est Daniel Driscoll. Ils sont allés à la faculté de droit ensemble. Mec, ils ont ces citations. Il est maintenant secrétaire de l'armée, une force avec laquelle il faut compter, car il a remplacé ce faucon nommé Kellogg, le général qui avait tout fichu en l'air. Donc, en un mot, je vois Driscoll exécuter les ordres de J.D. Vance, du président, de Witkoff et d'autres personnes qui partagent ce point de vue. Et fait intéressant, Poutine, dans une grande interview très importante hier, a aligné cette constellation d'acteurs et a dit, eh bien, ces types-là et ces types-là, on ne sait pas comment cela va se terminer. Peut-être que Witkoff nous dira comment cela va se terminer quand il viendra ici dans quelques jours. Oui, absolument. Le problème clé, à mon avis, c'est la corruption en ce moment. Comment ils peuvent y faire face? Car tout s'effondre en Ukraine. Vous voyez Yermak? Zelensky vient d'accepter la démission de Yermak. Cela montre à quel point la situation est désespérée en Ukraine. Et si l'administration Trump, ces gens que nous savons intelligents dans leur manière d'agir, s'attaquent à la corruption comme question principale, les Européens finiraient par céder d'une manière ou d'une autre, car ils participent à un réseau de corruption. C'est le problème central en Ukraine.
Je suis d'accord, mais bien sûr, nous savions tous depuis des années qu'il y avait de la corruption. Simplement, personne ne voulait en parler. Et maintenant, tout le monde dit « Oh mon Dieu, nous venons de découvrir que l'Ukraine est corrompue ». C'est un peu fou, mais cela suggère que le pouvoir est en train de s'éloigner des acteurs habituels, Zelensky et son entourage. J'espère simplement que cela annonce un changement dans le jeu de pouvoir qui pourrait amener Trump à se dire « Bon sang, je suis le président, voilà ce que nous allons faire ». Si ça ne te plaît pas, Monsieur Rubio, il y a un poste à la sécurité sociale qui t'attend quelque part. Tu sais, encore une fois, je suis d'accord. Et tu sais, quand on regarde les origines de la création de cette nouvelle agence d'inspection à Kiev, elle a été créée par la CIA, et tu sais, probablement par des gens du renseignement. D'accord? Maintenant, penser qu'ils auraient mis tout cela en place sans y laisser de dispositifs d'écoute ou d'agents d'influence cooptés, c'est insensé. Bien sûr qu'ils sont là, d'accord? Donc ces enquêtes, qui remontent maintenant à au moins un mois, ne devraient surprendre personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les États-Unis qui sont derrière tout ça, d'accord? Oui. Je ne peux pas le prouver, mais mon Dieu. Absolument. Absolument. Alors maintenant, que fait Zelensky? Moi, je sais ce que je vais faire. Les autres types proches de moi, ils se sont enfuis sur la Riviera italienne. Mais si je dis que Yermak est mon gars pour ces négociations, et Yermak, non, Umerov, d'accord, c'est qui? Yermak maintenant, non? Je ne sais pas. Ouais. Donc si c'est mon gars, alors je vais le soutenir. Et en effet, ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, peu importe, ils lui ont levé la main. Yermak a démissionné. Oui, et il a démissionné. Umerov, oui, Umerov. Donc cela laisse une sorte de « oui, il a démissionné ». Mais comment devrait-il évaluer la situation aujourd'hui? Je crois que c'était Yermak, non? Oui. Tous ces types tombent comme des mouches. Je ne sais pas si Yermak est encore là. Peut-être qu'il a rejoint Umerov, qui qu'il soit. Mais tout cela est conçu pour affaiblir Zelensky. Et comme tu le soulignes, Nima, pour montrer aux Européens qu'ils ne devraient pas être choqués par toute cette corruption. Et ils auront du mal à expliquer à leurs électeurs pourquoi ils ont envoyé des milliards et des milliards de dollars à cette bande de gens qui volent des choses. Oui. Eh bien, plusieurs commentateurs dans différents médias ont dit que von der Leyen, Merz, Macron et tous ces autres se battent vraiment pour cela. Surtout des personnes comme von der Leyen, qui ne sont même pas véritablement élues. Ils se battent pour leur siège et leur avenir. Et si tout le jeu autour de l'Ukraine s'effondre, si cela échoue, ce sera vraiment la fin de l'ancienne garde de l'UOPOR. C'est pourquoi beaucoup disent que ce n'est pas seulement la fin de l'OTAN, mais aussi celle de l'UAMR traditionnelle. Ils ne veulent tout simplement pas perdre leur position. Ray, Reuters a rapporté que Rubio prévoit de ne pas assister à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN le 3 décembre, à un moment crucial pour l'Ukraine. Cela montre, je pense, que d'une certaine manière, l'Europe doit comprendre qu'à long terme, la politique étrangère des États-Unis signifie qu'ils vont laisser l'Europe décider de son propre avenir. Et je ne vois pas encore de signe en ce sens. Le cas de l'Ukraine montre que l'Europe ne peut pas l'accepter. Elle veut encore que les États-Unis soient impliqués d'une manière ou d'une autre en Europe. Dès qu'il s'agit de l'Ukraine, ou de la menace venant de la Chine et de la Russie, tout à coup, ils sont tellement, vous savez, effrayés par la Chine. Qui peut croire ça? Tout tourne autour de la présence des États-Unis en Europe. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Ursula von der Leyen et Kaja Kallas se disputent à cause du pouvoir. Kallas a déclaré que le pouvoir est concentré
entre les mains d'Ursula von der Leyen. Cela montre à quel point l'Europe pourrait faire face à d'énormes difficultés si les États-Unis se retiraient. Et il considère le cas de l'Ukraine comme l'un des principaux enjeux qu'ils peuvent utiliser pour maintenir les États-Unis en Europe et impliqués dans ce qui s'y passe. Oui, donc ils ont besoin des États-Unis. Ils ont besoin que les États-Unis soient impliqués. C'est pourquoi ils se battront bec et ongle pour empêcher tout véritable rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Mais j'ajouterais simplement ceci. Je pense que les États-Unis ont contribué à corrompre, affaiblir et bien castrer, choisissez les adjectifs ou verbes que vous voulez, l'Europe, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'accord était que les États-Unis interviendraient de manière assez généreuse pour aider à reconstruire l'Europe. Ne vous inquiétez pas de vos problèmes de sécurité, disait-il. Nous nous en occuperons. L'OTAN sera le véhicule pour tout cela. Et qui est l'OTAN? L'OTAN, c'est les États-Unis. Alors maintenant, soudainement, sans l'OTAN ou sans les États-Unis, je ne suis pas sûr de savoir comment l'Europe pourrait même commencer à trancher certaines de ces questions par elle-même. Et il devrait. C'est important. Je veux dire, l'Allemagne et la relation de l'Allemagne avec la Russie est extraordinairement importante. Cela remonte à des siècles. Et toute la question du gazoduc et tout le reste, on pourrait penser que les Allemands réfléchiraient sérieusement à établir une relation avec la Russie dans de nombreux domaines, économiques, énergétiques, etc., etc. Mais ici, nous avons des gens qui discutent de la manière dont l'Europe doit se préparer à faire la guerre à la Russie dans 3 ou 4 ans. C'est, je veux dire, incroyablement stupéfiant. Oui, si je peux ajouter, pour citer notre vice-président, l'Europe, c'est fini. L'OTAN, il a dit ça? Non, il a dit l'Ukraine, c'est fini. D'accord, je cite son expression, pas ses mots exacts, d'accord? Mais l'OTAN, c'est fini. Alors, lors de la dernière réunion des chefs d'État de l'OTAN, le sommet de l'OTAN, ils traitaient, lors du précédent, de l'Ukraine. Et ils ont dit que l'Ukraine avait, comment déjà, un bilan héroïque et une voie assurée vers l'adhésion à l'OTAN. Je vais retrouver l'adjectif dans une seconde. Irréversible. D'accord, attendez une seconde, j'y viens. Alors, qu'ont-ils fait au dernier sommet? Oh, pas un mot. Voie irréversible vers l'adhésion. Le prochain est censé avoir lieu en Albanie. Je ne pense pas qu'il y aura un prochain sommet de l'OTAN. Tout est en train de se disloquer. Les gens, je veux dire, les Hongrois, les Slovaques et d'autres, s'opposent à tout cela. Il y a de graves problèmes économiques. Et donc, la grande question, ce sont les garanties de l'article 5. Mon Dieu, qui peut croire que les États-Unis, dans les circonstances actuelles, soutiendraient l'Allemagne, par exemple, si les Allemands se retrouvaient dans une échauffourée avec les Russes et qu'on ne savait pas clairement qui avait commencé? D'accord. Donc l'article 5 est mort. L'OTAN est morte. Et je pense que Trump s'en rend plus ou moins compte, malgré tous les détracteurs à Washington. Je crois que c'est la base de la situation actuelle et de ce qui va se passer la semaine prochaine avec Witkoff à Moscou. Je vais demander la permission de m'absenter un instant. Je dois m'occuper de ma femme. D'accord. Je pense, Graham, que ce qui se passe avec l'Europe, et plus précisément avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne ne peut pas survivre sans la Russie. Que tu l'acceptes ou non, la Russie est le pays le plus important pour l'économie allemande. Et l'une des raisons, je ne sais pas si tu as vu cela dans les médias grand public au Royaume-Uni, c'est qu'ils attaquent l'AfD en Allemagne, parce qu'ils estiment que si l'AfD arrivait au pouvoir, cela influencerait fortement cette sorte de haine qu'ils alimentent envers la Russie. Comment vois-tu la situation en Allemagne, Graham? Parce qu'à mon avis, l'Allemagne est tellement importante. Tellement importante. In my opinion, Germany is so important.
Absolument. Absolument, Nima. Tu as tout à fait raison là-dessus. Et cela remonte très très loin, y compris au moins une guerre terrible entre deux. Donc je ne suis pas sûr de la direction que cela va prendre. Mais jusqu'à présent, les Allemands ne semblent pas capables de penser de manière indépendante. Pendant ce temps, je pense que la Russie a remarqué, a observé, que le sentiment anti-russe est fort en Allemagne. Et je pense, Ray, tu peux me corriger si je me trompe, mais je crois que la Russie a annoncé, ou qu'une personnalité importante a annoncé, que désormais, le Glavny Vrak, le principal ennemi de la Russie, n'est plus les États-Unis, mais l'Allemagne. C'est une nouvelle effrayante. Je veux dire, l'Europe devrait en avoir peur. Il faut faire quelque chose pour y remédier. C'était en fait un sondage très respecté, Levada, je crois. Un sondage réalisé en Russie. Et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le Glavny Vrag, le principal ennemi, n'était plus les États-Unis, mais clairement la République fédérale d'Allemagne. Cela a son importance. Comme vous le soulignez, il y a beaucoup d'histoires derrière cela. L'Allemagne est cependant divisée. La partie orientale de l'Allemagne est beaucoup plus disposée à traiter avec les Russes. Et le gouvernement Baerbock est si fragile avec la majorité ou la coalition qu'il a. Donc vous savez, quand un accord sera conclu et que Baerbock apparaîtra comme ayant gaspillé énormément d'argent, non seulement sur la Russie, mais aussi sur ses dépenses de défense insensées, et que le filet social présentera encore plus de failles béantes, je pense que les mérites s'en iront. Je ne sais pas ce qui se passera, mais l'AfD aura certainement plus d'influence, pour le meilleur ou pour le pire, en ce qui concerne la détente. Pour le meilleur, pour les personnes qui me tiennent à cœur, la veuve, l'orphelin, le réfugié. Oui, non, je suis d'accord. Et Ray, ne trouves-tu pas cela étonnant, et toi aussi, Nima, que ce soit l'Allemagne de l'Est, qui fut, si l'on peut dire le plus longtemps, un État satellite communiste de l'Union soviétique, le plus proche de la Russie à bien des égards. Ils ont instinctivement un sentiment de chaleur plus grand envers la Russie et l'ancienne Union soviétique que la plupart des autres pays européens. Et puis il y a la Hongrie, Orban, et tout Hongrois sait qu'ils ont été envahis 2 fois par l'Union soviétique pour écraser les soulèvements pour l'indépendance de la Hongrie. Il en allait de même pour la Tchécoslovaquie à l'époque. Et voici ces États qui disent « nous devons travailler avec la Russie ». Ils ne disent pas comme Kaja Kallas que c'est l'ennemi, qu'il faut les abattre, les détruire, bla bla bla. C'est assez significatif. Ces États qui connaissent la Russie sont disposés et même désireux de travailler avec elle. Ray, je pense que les États-Unis ont un modèle pour l'avenir de l'Ukraine, qui serait celui de l'Autriche ou de la Suède et de la Finlande, avant leur adhésion à l'OTAN. On peut le supposer, car, en ce qui concerne la taille de l'armée, à mon avis, c'est l'une des questions les plus importantes pour l'Ukraine après tout règlement. En effet, si l'Ukraine veut être neutre, elle n'a pas besoin de 600 000 ou 800 000 soldats. Pourquoi faire? L'économie s'effondre. Comment peut-on, vous savez, fournir à cette armée des armes, tout le nécessaire, quand l'économie ne fonctionne pas? Et cela signifie que l'OTAN va leur fournir des armes, tout le nécessaire. Du renseignement, tout. C'est extrêmement problématique dans l'esprit des Russes. Eh bien, l'OTAN, c'est les États-Unis, et les États-Unis ne vont pas le faire. La politique déclaratoire, c'est non. Nous vous vendrons quelques armes européennes si vous parvenez à réunir l'argent pour les acheter, et elles ne seront pas prêtes avant quelques années. Mais alors, si vous les achetez, il n'y aura plus de soldats ukrainiens pour les utiliser. Sinon, c'est vraiment un plan de génie. C'est ainsi que ces gens pensent. Je veux dire, revenons à la question de la neutralité. Il y a l'Autriche, il y a la Suède, et il y a la Finlande, bon sang. Maintenant, la Finlande est un bel exemple. Elle a rejoint le mauvais camp au début de la guerre,
Puis elle s'est dit, oh mince, il vaudrait mieux arrêter ça et chercher une sorte de pause. Et c'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, elle a dû recommencer avec les Russes. Les Russes ont dit, très bien, écoutez, il faut absolument que vous cédiez cette partie de la Finlande. Et ne jouez pas avec le feu. Restez neutre, et vous pourrez avoir un pays prospère. La Finlande avait un pays très prospère, comme l'Autriche et la Suède, en restant neutre. Maintenant, je ne sais pas ce qui a pris à ces têtes dures en Finlande ou en Suède de rejoindre l'OTAN, mais ils ont été gravement induits en erreur, d'accord? L'exemple est là, ça fonctionne. Vous pouvez conserver votre souveraineté tout en maintenant vos progrès sociaux si vous restez neutre. Mais tout cela a été balayé parce que certains voulaient affaiblir la Russie. C'est tout le problème. Ils voulaient affaiblir la Russie en utilisant l'Ukraine comme bélier. Et maintenant, c'est manifestement un échec. Et il n'est pas clair comment tout cela va se terminer. Mais la situation est différente, car l'Occident, l'Ukraine et les États-Unis, dans la mesure où ils ont soutenu tout cela et en ont réellement pris l'initiative, ont perdu. Mais vous savez, je pense que nous serions tous d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas seulement de mettre fin à la guerre. Le problème c'est comment sauver la face. Comment sauver la face de Trump, celle de l'UBEMER, celle de l'OTAN, sans tout détruire complètement. On ne peut pas simplement écarter cela. La question de la face compte dans une certaine mesure. Et je ne sais pas si l'un de ces plans est conçu pour aider qui que ce soit à sauver la face. Il faut qu'ils aient une sorte de plan de secours. En ce moment, tout le monde appelle cela le plan Poutine, le plan russe en Ukraine, et personne n'en parle vraiment. Alors ils essaient de blâmer Trump, qui, je suppose, pourrait être un bouc émissaire très commode une fois que tout cela sera terminé. Pour dire, oh, eh bien c'est entièrement la faute de Trump. Cela ne serait jamais arrivé si nous avions eu le candidat démocrate de la dernière fois. Eh bien, vous savez, c'est là que, à mon avis, le braconnage entre en jeu. Une diplomatie circonspecte, patiente et accomplie. Quelle est la réalité? Je dois gérer ce type encore pendant 3 ans, probablement, à moins que quelqu'un ne s'en charge. 3 ans de plus, d'accord. Alors que faire? Eh bien, c'est un narcissique illusoire et délirant. Je n'ai pas vraiment besoin de grand-chose de lui, sauf qu'il garde ses doigts loin du code nucléaire. Donc je vais agir comme on le fait avec ce genre de personnes. Je vais arrondir les angles et je verrai ce qu'il peut gérer en ce qui concerne Witkoff. C'est ça l'essentiel, à mon avis. Et vous savez, les Russes ont maintenant déclaré ouvertement qu'ils avaient fait preuve de flexibilité à Anchorage. Ils continuent de montrer une certaine flexibilité. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'abandonner du territoire, mais il y a des éléments périphériques, ce qu'il advient d'Odessa par exemple, ou de Kharkiv, vous voyez. Il me semble donc que les Russes sont prêts à maquiller cette défaite de l'Ukraine et de l'Occident pour la rendre plus présentable. Et ils seront ravis de le faire. Ils obtiennent ainsi une sorte de nouvel ordre, leur permettant d'entretenir de meilleures relations avec les États-Unis et de subir moins de missiles ou de drones en provenance d'Ukraine. Ce genre de choses. Ouais. Graham, ce que tu as mentionné à propos de l'issue de tout règlement en Ukraine, pour l'Europe et pour les États-Unis, pour l'image de l'Europe, pour l'image des États-Unis, ce qui m'étonne, c'est que la Russie, malgré tout, a vaincu l'ensemble de l'Occident avec l'Ukraine. Mais elle ne s'en vante pas. Elle ne cherche pas à humilier qui que ce soit. Elle cherche à négocier. Mais du côté européen, on voit l'inverse. Ils essayent d'humilier la Russie chaque jour, en disant qu'elle n'est rien, qu'elle ne peut rien faire. Et Ray, il me semble que peu importe ce qui se passe là-bas, après tout, l'affaire de l'Ukraine touche simplement à sa fin.
Vous savez, le point que Graham mentionnait est important. Pensez-vous que Donald Trump serait capable de convaincre les Européens de suivre ce que les États-Unis ont en tête concernant le conflit en Ukraine? Ou allons-nous assister à une continuation de ce va-et-vient, l'envoi de nouvelles troupes ou de nouveaux déploiements en Europe, pour ensuite entendre dire que ces plans ne vont pas fonctionner et qu'il faut les modifier? Vous savez, cela va prendre beaucoup de temps. La guerre en Ukraine continue et les gens là-bas souffrent. Nous savons ce qui est arrivé à l'Ukraine. 57 millions de personnes auparavant, maintenant 20 ou 25 millions. C'est énorme ce qui s'est passé en Ukraine. Et nous devons aussi comprendre la souffrance du peuple là-bas. Eh bien, comme l'ont dit Ushakov ou Lavrov cette semaine, la raison pour laquelle les Européens de l'Ouest, ou les Européens ne sont pas représentés, c'est qu'ils n'ont aucun rôle ici. Ils ne sont pas à la table des négociations. L'Europe peut essayer de contrecarrer ce genre de choses. Mais si Trump a un peu de cran, et je pense que c'est probablement le cas, cela ne va pas fonctionner. Je suis désolé, j'ai manqué le contexte. Qu'est-ce qui ne fonctionnera pas exactement? Eh bien, les Européens ont réussi à freiner les progrès concernant l'Ukraine pendant un certain temps. Maintenant, je pense qu'avec triumvirat Scholz, Starmer, Macron, toujours au pouvoir, ils feront tout leur possible pour essayer, mais ils n'en ont pas les moyens. Et vous savez, pour citer l'un de mes personnages historiques préférés, Joseph Staline, il parlait du Vatican, combien de divisions le Vatican possède-t-il? Eh bien, combien de divisions l'Europe possède-t-elle? Et combien de temps ces dirigeants ont-ils réellement? C'est exact. Donc quand ces dirigeants seront évincés, ce sera l'année prochaine, retenez bien mes mots, et que le peuple se lèvera pour dire « Regardez, vous avez gaspillé des milliards et moi je dois attendre 4-6 ans pour prendre ma retraite. » C'est une exagération, mais bon. Vous savez, tout cela va finir par éclater. Et voilà que Poutine dit « Bon, j'ai encore 3 ans de Trump, peut-être 1 an ou 2 de cette coalition des volontaires, d'accord? Donc, nous gagnons. Je ne suis pas pressé. Tant que je peux garder les doigts de Trump loin des codes nucléaires, je ferai tout ce que je peux pour ça, et je gagnerai. Je serai très perspicace, je le flatterai dans tous les sens, et je le nommerai pour le prix Nobel, bon sang. Si tu rappelles les chiens de l'Europe et que tu trouves une résolution sensée sur l'Ukraine. Eh bien, je veux dire, Nima, pour revenir à ce que je disais il y a quelques minutes, je serais plus heureux si je voyais en ce moment un peu de réflexion indépendante en Europe sur l'avenir des relations entre la Russie et l'Europe. Je veux dire, comme on dit, on ne peut pas ériger un autre mur de Berlin, cela n'a aucun sens. Peut-être qu'Orbán a quelques idées à ce sujet, peut-être que certains membres de la gauche allemande ont des idées intéressantes là-dessus. Il y a de bons politiciens de gauche en Allemagne sur ces questions. Mais non, personne ne semble disposé à réfléchir au-delà de la situation actuelle. Et pour moi, c'est essentiel. Est-ce que la fin signifie qu'aujourd'hui l'Ukraine, aujourd'hui Kiev, demain Berlin? Je pense que c'est une idée folle et je ne crois pas que quiconque y croit vraiment. Mais il faut avoir une planification alternative pour ce qui se passe. Si l'on accepte, d'accord, une victoire russe, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il faut avoir un plan pour savoir comment on va s'intégrer à l'Est. Et quand on dit l'Est, ce n'est pas seulement la Russie, c'est tout le bloc des BRICS, ce qui est vraiment, vraiment important. Et je ne vois pas la moindre trace de quelqu'un prêt à réfléchir au-delà de ce mur pour l'instant. Eh bien, je pense que c'est parce que ces politiciens opportunistes qui ont émergé en Europe n'ont pas encore été confrontés à ce genre de décision. Maintenant, si ce que j'anticipe
ou plutôt ce que j'espère, se produit à Moscou cette semaine, et montre clairement que la guerre est réglée par la Russie et les États-Unis, indépendamment des Européens. Il faudra un certain temps pour que cela se répercute, vous savez. Mais la principale carte que possèdent les deux superpuissances, c'est que la Russie a gagné. Trump l'a reconnu dans cet avion en partant en vacances. Tout le monde sait plus ou moins qu'il va falloir s'en occuper. Et surtout, Poutine peut se montrer doux et circonspect, sans enfoncer Trump, mais en disant « Oh, nous avons convenu de faire cela en ce qui concerne Odessa. » Oui. Eh bien, c'est l'Ukraine qui l'a. Oui. Donc ils en ont besoin. Oui. S'ils veulent être un État souverain, je veux dire sans accès à la mer, ils deviennent une ferme pour le reste de l'Europe. Alors oui, parlons-en. Voyons cela. Cela peut se faire de manière douce et progressive, me semble-t-il. Tout cela parce que nous avons un homme d'État au pouvoir au Kremlin. Et je me contente de le reconnaître et de dire bon sang, nous avons de la chance de l'avoir. Absolument. Mais tu sais, dire cela, Ray, toi et moi pourrions être virés si nous étions dans une position où l'on pouvait nous virer. Nima peut nous renvoyer, mais personne d'autre ne le peut. Et dire ces choses sur Poutine, que je ressens depuis longtemps, et je pense que toi aussi, qu'il est l'un des rares véritables hommes d'État sérieux dans le monde entier. Je veux dire, ou ailleurs. Je ne connais pas assez Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, qui semble être un type avisé. Mais qui d'autre dans le monde a du poids, de la gravité, sur ces grandes questions internationales, à part Poutine, en étant responsable et mesuré? Je pense, après tout, Ray, quelle est ton opinion sur l'agenda russe à la suite d'un éventuel règlement? Penses-tu que la Russie serait disposée à aider l'Ukraine à se reconstruire? Supposons que nous ayons en Ukraine un gouvernement entretenant de bonnes relations à la fois avec la Russie et avec l'Occident, avec les Européens. À mon avis, l'objectif final serait que ce gouvernement reste lié à la fois à la Russie et à l'Europe d'une manière qui maintienne une certaine forme d'équilibre. Je peux imaginer la Russie satisfaite de cela, voire prête à aider l'Ukraine. Car, lorsqu'il s'agit de la saisie des avoirs russes, c'est là le point crucial. La Russie aiderait l'Ukraine si on la laissait agir à sa manière, et non selon la façon dont l'Europe veut procéder. Oui. Nima, je suis heureux d'annoncer qu'on peut oublier la saisie des avoirs russes, n'est-ce pas? Les Belges ont compris ce que cela signifierait pour eux, et certains autres Européens ont dit « Écoutez, Ursula von der Leyen, oubliez ça, ça n'arrivera pas. » Je pense que les signes sont très clairs maintenant. Ça n'arrivera pas, d'accord? Donc, pas d'avoir, n'est-ce pas? Ces avoirs, comme tu le soulignes à juste titre, pourraient être utilisés pour la reconstruction. Regardez ce que les Russes ont déjà fait dans des endroits comme Mariupol, des lieux qu'ils ont repris en 2022. Oui, surtout en 2022. Je veux dire, ce sont des villes reconstruites. Ou la Tchétchénie. Oui, ou la Tchétchénie, n'est-ce pas, même avant. Donc ils ont la richesse, ils ont les moyens. La plupart de ces gens parlent russe. Louhansk et Donetsk bénéficient depuis longtemps des efforts de reconstruction russes. Donc je vois cela se produire, et je le vois se produire progressivement. Vous savez, ces choses peuvent toutes être gérées avec le temps. Et si Poutine était un autre type de personne, j'aurais plus de crainte. Maar is er beter voor een keet gesoté dans tous les sens. Après ça. Eh bien, sauf que Ray, je pense qu'ils le sont tous les deux. Je veux simplement dire que des opérations de type fausse bannière, ils en ont déjà tenté quelques-unes sans succès, mais ils pourraient en organiser une de grande ampleur. C'est ce à quoi nous devons faire attention de la part des Européens. Rien de plus sensible que cela.
more sensible. Oui, j'allais justement en parler, et merci de l'avoir mentionné. Le MI6 me fait peur. Je veux dire, si une bombe tombait par hasard sur le MI6, le monde s'en porterait peut-être mieux. Ne me citez pas là-dessus. Mais je pense que les Britanniques sont des maîtres en matière d'opérations sous faux drapeau. Nous en avons déjà vu plusieurs. Ces soi-disant drones venant d'Ukraine, enfin censément de Russie, qui ont frappé la Roumanie et d'autres endroits, sont potentiellement très dangereux. Si un navire de guerre américain est touché dans la Baltique, cela pourrait devenir très moche. Et les gens ne se souviennent pas toujours. On peut dire, eh bien, les preuves sortiront dans 6 mois. Mais avant que 6 mois ne s'écoulent, les gens se sont déjà fait une opinion. Ils ont agi. Diverses réactions émotionnelles en découlent. Donc, oui, je le pense. J'espère que Washington, j'espère que la CIA surveille cela de très près pour détecter d'éventuelles opérations sous faux drapeau. Oui, merci beaucoup, Ray et Graham, d'être avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous. Vas-y, Ray, veux-tu ajouter quelque chose? Je viens de recevoir un message de mon rédacteur en chef chez consortiumnews.com. L'article sur lequel j'ai travaillé après avoir écouté la séance de questions-réponses de Poutine hier, puis à propos d'Orban aujourd'hui, est maintenant en ligne sur consortiumnews.com. Joe Lauria, le rédacteur en chef, m'a suggéré de le mentionner. Il est en ligne maintenant. Vous pouvez y accéder. C'est formidable, Ray. Merci pour ce que tu fais. Vraiment formidable. Oui, Comme toujours. merci Nima. Ravi de parler avec vous deux. Au revoir. À bientôt. Bye.